fais vieux, je me fais vieux. Bon les gars, vous avez vu? Je me suis mis un petit coussin en dessous de mon petit siège. C'est le siège Nicosta Lifiman, hein, donc on va pas l'abîmer. Surtout avec le jean qui a des fermetures, on va éviter de tout abîmer. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit... Voilà, ça va être sympa, tu vois, parce que là, je vais faire une petite découverte en même temps que vous. Donc, en septembre 2001, dans la revue du son, il y a Jean-Marie Reynaud qui a été interviewé par Robert Lacrampe. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il il a mené une petite interview auprès de Jean-Marie Reynaud et on va voir un petit peu qu'est-ce que Jean-Marie Reynaud va nous répondre à toutes ces questions. Et j'en suis assez. Ouais, c'est assez. C'est assez émouvant, tu vois, parce que tu te dis, c'est des choses qui datent il y a quand même plus de 20 ans. Donc, une entrevue qui, en ce sens-là, c'est pas commun. C'est pas commun. Et donc là, on va pouvoir avoir les réponses de Monsieur Reynaud. Et par ailleurs, je voulais vous dire que moi j'avais écouté, et je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs sur deux enceintes Jean-Marie Reynaud, donc du très grand cru, hein. Franchement, il y a pas à dire, des enceintes très musicales, la finition est juste incroyable. Donc il y avait les Jean-Marie Reynaud Offrande Suprême V2, parce que là je les ai en photo là, sous les yeux. Et il y en avait aussi une autre paire de Jean-Marie Reynaud. Je sais plus c'est quel modèle, mais bon, dans tous les cas, franchement, c'était un grand plaisir à écouter. Certes, ce sont des enceintes bibliothèques, mais de grande qualité. Au niveau, je vous dis, même la musicalité, voilà, tout y est en fait. Voilà, c'est la seule chose en fait qui se passe avec des enceintes bibliothèques comme ça, c'est qu'on va pas avoir forcément l'impact d'un grave, d'un 38 ou quoi, mais la musicalité en fait, c'est surtout ça qu'on va rechercher dans des petites enceintes bibliothèques. Enfin moi en tout cas c'est surtout ça. Le grave, bon voilà, c'est pas non plus, c'est pas une priorité. Dans l'absolu, ce qui compte c'est la musicalité et l'équilibre, ainsi que la scène sonore qu'est-ce qui va en ressortir des enceintes quand vous allez les écouter. Alors je vous fais la petite interview là, je vais vous lire ça, mais avant j'étais en train de regarder parce que vu qu'il y a pas mal de photos que j'aimerais bien vous montrer. Alors tout d'abord je vais vous montrer les différentes enceintes qu'il y a eu. Donc alors là on a en 1968 il y a eu la Gavotte, donc celle-là très particulière. Ensuite on a vu en 1994 l'Offrande, donc l'Offrande basique, alors que moi c'était la Offrande Suprême V2, donc c'est encore un modèle différent, mais magnifique. Franchement la finition est superbe. Avec le pied, c'est top. En 1970 il y a eu la Menuet. En 1971, ça c'était laquelle celle-là? Je sais pas si j'ai le nom. La 2008. Ah ouais. Ah, il avait appelé comme ça la 2008. C'est marrant ça. Ensuite, en 1980, on avait la Cantate. En 1978, la Toccata. Ah, elle est très belle la Toccata, elle est sympa. J'aime bien. Et en 1980, l'Opus. Alors attendez, est-ce qu'il y en a d'autres? En 1982, la Récitale. Ah ouais, avec les deux haut-parleurs comme ça sur les côtés. Et en 1987, la Référence. Alors la Référence aussi, c'est particulier quand même. Mais c'était très moderne, je trouve, pour l'époque. Et enfin, en 1997, l'Odyssée. Alors l'Odyssée, sachez les gars que cette enceinte-là, j'avais lu le test dans un autre numéro et franchement, elle donne envie. Franchement, elle donne envie cette enceinte-là. Bon après, voilà, moi ça me fascine, tu vois, j'adore ça, c'est top. J'espère que vous êtes dans le même engouement que moi les gars. Bon, allez c'est parti, je vous fais la petite lecture. Alors, Jean-Marie Reynaud fait partie de ces précurseurs qui ne se laissent pas enjôler par les sirènes de la mode. Ses idées sont frappées du coin du bon sens et dans l'interview qu'il nous a accordée, il remet quelque peu les pendules à l'heure. Déjà, ça annonce la couleur. Donc Jean-Marie Reynaud, l'artisan visionnaire. Alors, la question de la revue du son. Comment a débuté l'aventure Jean-Marie Reynaud? Alors, Jean-Marie Reynaud, j'ai fait mes premières armes comme électronicien chez Eaton dans les années 60. L'émergence du transistor a été fatale à cette société et ce sont ses clients qui m'ont encouragé à créer l'entreprise qui porte mon nom depuis 1967. Ce que peu de gens savent, c'est que la première activité de Jean-Marie Reynaud a été l'électronique. 3 modèles d'amplificateurs à tube avaient été commercialisés sous ce nom. Il était conçu autour de schéma Williamson. Le plus gros modèle 2 x 70 watts à ampli préampli séparé était équipé d'un push-pull de L34.
suivi d'un transformateur de sortie à enroulement séparé pour la contre-réaction. Cela marchait très bien. J'appartiens à la génération tube. Et oui, et oui les tubes. Bah, qui m'aurait dit que Jean-Marie Renaud aurait fait ampli et pré-ampli à tube? Et oui. Bah, s'il y en a qui ont le modèle, n'hésitez pas hein, à vous manifester. Alors la question de la RDS et à celle du haut rendement. Jean-Marie Renaud, vous savez, je ne suis absolument pas contre le haut rendement, mais je crois que cela ne s'accorde pas bien avec une utilisation domestique. Ah, c'est incroyable ce qu'il dit, parce que même moi avec le haut rendement, tu vois, j'avais un petit peu cette impression-là de me dire haut rendement avec utilisation domestique, voilà, à voir, mais il faut que ce soit bien utilisé, bien mis en œuvre. Et ça, j'en parlais justement avec des personnes. Et c'est super intéressant. Alors attends, il faut écouter à un niveau sonore assez élevé. C'est directif, la charge volumique est conséquente. Alors je sais très bien qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce qu'avait dit M. Reynaud, et d'autres qui vont être d'accord. Moi je suis d'avis partagé, tu vois, parce qu'il y a comme pour tout, il y a à prendre et à laisser, et je trouve que c'est très intéressant. Alors cela va à l'encontre des souhaits du public, d'autant que l'amplificateur à transistor est venu à point nommé pour pallier la baisse du rendement des enceintes de petite taille lancées par AR Lick Goodman. L'engouement du public pour ces amplificateurs abordables, de belle présentation, aux caractéristiques techniques alléchantes, a tué le tube en une dizaine d'années. Non survécu à ces coups de boutoir que quelques marques comme Macintosh, Quad, Lick, Radford. Question. Quel a été votre premier modèle d'enceinte? Réponse. La Pavane. Elle était équipée d'un haut-parleur Beacon Cabas de 21 cm qui rayonnait vers le haut. Le rendement avoisinait les 96 dB. Elle fut suivie par la Gavotte équipée d'un Beacon Princeps de 17 cm propulsé par un très gros moteur. La charge dépourvue d'absorbant était garnie de chicanes. Les évents d'accord avaient la forme de persiennes que l'on pouvait plus ou moins obturer par un système de coulisseaux afin d'adapter la réponse en fonction de la proximité des murs. Question. Ce système n'a pas fait Flores? Réponse. Pendant longtemps, on a été obsédé par la mesure et que l'on ne voulait pas prendre le risque de désaccorder un système. La mesure, c'est une obsession. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Cette période où la technologie prenait le pas sur le plaisir d'écoute, sur l'émotion, est derrière nous. On revient aujourd'hui à des enceintes imparfaites sur le plan des mesures, mais conçues par des gens qui aiment la musique. Le meilleur exemple est cette enceinte Lotte Polaris, dont j'ai lu l'essai dans vos colonnes. Il y a quelques années, ce produit n'aurait jamais été critiqué. C'est à mon avis un nouvel état d'esprit, une libération même. On va redevenir de vrais créateurs en faisant des produits porteurs d'originalité, d'émotion. On va pouvoir aller jusqu'au bout de l'idée que l'on se fait de la musique. Car que cherche-t-on? On cherche, par le truchement de sa chaîne, à retrouver des émotions ressenties précédemment. C'est pas faux. C'est pas faux. Quand tu vas à un concert, quand tu vas écouter une musique ou un CD que tu as pu écouter, je sais pas, dans les années jadis, tu vas rechercher à retrouver cette... malgré que le souvenir auditif il soit pas top, hein, je vous cache pas, mais c'est cette émotion-là que tu vas rechercher en fait. C'est pour ça que tu vois, c'est intéressant. On cherche par le truchement de sa chaîne à retrouver des émotions ressenties précédemment. Il y a aussi ça, hein. Il y a aussi ça. Alors question, justement dans cette optique, quelles sont les enceintes qui vous ont marqué? Réponse. Je crois qu'il faut plutôt parler de mise en œuvre. On ne peut pas parler d'un produit pris isolément. Ma première émotion, je la dois à un ensemble Radford sur des enceintes Radford Lowther à pavillon. Plus récemment, j'ai été subjugué par les BW Nautilus quadri-amplifiés. Enfin oui, c'est quand même des Nautilus. S'il vous plaît. Elles composent une réelle harmonie entre la recherche technologique et le résultat musical. Le folklore n'y a aucune place. Le seul bémol a été l'obligation d'écouter exclusivement la dizaine de disques choisis par le concepteur. En toute franchise, à part ces deux exemples, il n'y a rien d'autre qui m'ait donné des regrets par rapport à ce que je fais. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que les constructeurs font régulièrement. Je l'ai remarqué dans les salons audio, hein, c'est que la plupart du temps, ils ont une sélection de CD qu'ils vont mettre à l'écoute en démo. Et du coup, ça va favoriser en fait le système. Ça va aller ça va pas aller à l'encontre du système, mais ça va aller pour le système. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il va pas être forcément mis en défaut. Et c'est ça aussi un truc que j'avais fait lors de l'écoute
de la Grande Utopia au salon à Paris, le, le commercial, là, il avait passé des sons. Bon, c'était en faveur des Utopias, même s'il y avait un son qu'il a passé que je regrette fortement avec Beyoncé. Ça a tué le game. Franchement, ça a tout tué. Il aurait même pas dû passer de Beyoncé. Franchement, c'était affreux. C'était affreux. Mais bon, voilà, chacun son avis. Mais voilà, donc c'est vrai que le fait d'avoir des CD de démo pour la marque d'enceinte utilisée, c'est quelque chose qui se fait couramment. Et finalement, si toi tu arrives avec tes CD que tu aimes bien, pas forcément des CD, hein, tu peux mettre une platine vinyle ou quoi, tu vas l'écouter sur ton système, sur les mêmes enceintes, et du coup tu vas dire ah mince, non, ça sonne pas comme j'aime, ça sonne pas comme je veux. Donc c'est pour ça, c'est très important. Prenez ça en considération. C'est pas parce qu'une marque d'enceinte va venir avec ses CD que c'est tout beau tout rose. Après chez vous ça risque d'être différent. Donc voilà, venez avec vos CD pour écouter vos futures enceintes. Alors, question, justement dans cette optique. Non, bah celle-là on l'a faite, excusez-moi les gars. Question, mais vous analysez quand même les enceintes de la concurrence. Petit clin d'œil. Réponse, je les écoute à l'occasion. Cependant, je ne me laisse jamais influencer par le travail des autres. J'estime qu'il ne faut pas se laisser polluer par les bonnes ou les mauvaises idées. On pourrait en effet perdre son âme à vouloir faire la même chose ou à chercher à gagner des parts de marché. Il faut garder à l'esprit que nous n'évoluons pas dans une science tout à fait exacte. Il subsiste une part de créativité personnelle. Ah oui, ça j'en conviens. C'est vrai, c'est vrai. L'IFI, ça n'a jamais été une source exacte. D'ailleurs, quand tu regardes dans les définitions, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est dit sur l'IFI. Mis à part qu'il faut que ça retranscrive exactement, au plus proche possible de la réalité, les instruments. Voilà, ça c'est la base des bases. J'en étais où? Alors, c'est ce qui fait qu'un produit est reconnu. Il faut que l'on y retrouve la patte du créateur. Mes enceintes portent mon nom. Les grands groupes font des produits qui ne sont ni franchement bons ni franchement mauvais, mais on n'y retrouve pas l'âme de celui qui les a créés. Cela dit, rien ne m'empêche d'écouter avec plaisir certains produits concurrents. Question. Quels sont à votre avis les percées technologiques de ces 30 dernières années? Alors sachant que ça c'est une interview qui date de 2001, donc vous voyez ça remonte donc forcément à début 70, tu vois, les 30 dernières années. Réponse, c'est la possibilité grâce à l'informatique d'effectuer des mesures très complètes sur les haut-parleurs. Nous devons beaucoup à Thiel et Small qui ont mis à notre disposition des méthodologies qui permettent d'optimiser l'utilisation des transducteurs. L'autre domaine dans lequel les progrès ont été véritablement substantiels, c'est celui de la chimie pour la jonction mécanique entre les différents éléments. Les cols ont fait d'énormes progrès. Ça c'est intéressant aussi. Il ne faut pas oublier non plus la très haute qualité des usinages que l'on obtient aujourd'hui. C'est pas faux, hein. C'est bon ça. C'est bon, ça me plaît moi. Alors, question. Les matériaux de membrane et les matériaux de membrane, hein. Ça c'est une bonne question. On va voir la réponse de Monsieur Reynaud. Alors, Kef a été le premier à utiliser un matériau synthétique, le dextrène. Pourquoi? Tout simplement parce que ce constructeur en avait assez de mettre au rebut pour cause de dispersion de caractéristiques 80% des cônes papier. De ce point de vue, le thermoformé, qui ne sonne pas mieux, offre une reproductibilité des performances économiquement plus viables. Et cela est vrai pour tous les matériaux synthétiques, avec le Kevlar c'est un peu différent. Le matériau étant intrinsèquement très souple, on l'imprègne de résine pour le durcir, ce qui fait que l'on n'entend plus le matériau mais cette résine. Curieusement, aux mesures, la réponse du Kevlar est très droite. L'aérogel sur lequel j'ai beaucoup travaillé représente à mon avis la meilleure alternative au papier. Son module de Young est très élevé, il est plus régulier dans sa structure moléculaire. Il est supérieur au papier en termes de linéarité, de rendu tonal. Le même problème se pose pour les tweeters. Personnellement, je suis partisan des tissus imprégnés. Oui, moi aussi, j'aime bien les tissus imprégnés. De certains polyamides plutôt que du métal. Oui, notamment le titane. C'est pas la même sonorité. Hein. Twitter titane et Twitter en tissu. Attends, parce que là, du coup, je me suis perdu. En tissu imprégné, voilà. Alors, je fais une petite allergie au dôme. Là encore, ce sont des raisons économiques qui ont prévalu. La mode a fait le reste. Un bon tweeter à cône est coûteux à fabriquer. Les problèmes de centrage, par exemple, sont exaspérants. Un dôme ne demande qu'un outillage basique. Cela marche à tous les coups. Or, c'est oublier qu'un dôme
transmet l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur, d'où les problèmes de phase que l'on cherche à résoudre avec des petites pièces placées devant la membrane. Avec un cône, au contraire, cette transmission d'énergie s'effectue logiquement de l'intérieur vers l'extérieur, avec une absorption progressive, d'où un meilleur amortissement, une réponse droite. L'argument de l'absence de directivité des dômes ne tient pas non plus. Il n'y a rien de plus directif qu'un dôme à 30 degrés au-dessus de 6 kHz. Il n'y a plus rien. Sans parler de la considérable perte d'énergie à quelques mètres. Il y en a des choses à apprendre. Je suis désolé, je t'ai craché dessus ma petite revue du son. J'en perds ma bave, j'en perds ma salive. Je suis en train de saliver. Alors, j'espère que mon élocution elle n'est pas dégueulasse, hein, les gars, vous me le dites, hein, sinon. Bon, question. Dans le processus de conception d'une enceinte, quelle est la part de la mesure et celle de l'écoute? Ça, c'est intéressant. Réponse. En gros, les parts sont égales, mais je conserve un côté cartésien. Je ne fais pas d'écoute de produit sans avoir un minimum de certitude technique. Tout commence par un projet volumique pour lequel je choisis des transducteurs spécifiques. Puis commence une série de mesures. Ces critères objectifs me permettent de fixer le jugement subjectif. L'écoute m'aide ensuite à rejeter ou à garder certaines options. L'ordinateur ne doit pas être le juge de paix. Il ne faut pas oublier que le régime musical est un régime transitoire essentiellement impulsionnel et qu'il sollicite les haut-parleurs comme ne peuvent pas le faire les mesures en laboratoire. La courbe de réponse en fréquence glissante est d'une utilité relative. La réponse impulsionnelle donne une idée déjà plus précise à condition de bien l'interpréter. Ça, c'est des choses qui sont... Ça, c'est des bonnes choses intéressantes à retenir. Enfin, il y a des choses que je sais déjà, il y a d'autres que, tu vois, j'apprends, et qu'il y a des choses aussi à savoir interpréter, tu vois. C'est comme la courbe de réponse en fréquence glissante, tu vois. Ça, c'est... faut savoir qu'est-ce que c'est exactement, comparé à, par exemple, avec la réponse impulsionnelle. Bon, la réponse impulsionnelle, pour moi, c'est une réponse directe. Enfin, moi, je dirais une attaque franche. Voilà, après, j'espère ne pas me tromper dans ma propre définition de la réponse impulsionnelle, mais voilà, c'est tous ces termes-là qu'il faut que tu puisses connaître, tout en pouvant les décrypter à l'écoute. Tu vois, ça c'est important, parce que c'est bien beau de connaître, d'avoir beaucoup de théories, on va dire, de connaissances, mais si en pratique tu ne sais pas les définir, c'est là que c'est problématique. Alors, question. Comment par exemple l'offrande a-t-elle été conçue? Oui, l'offrande je l'aime bien, ça tombe bien. Réponse. La conception de l'offrande relève d'une aventure dans le meilleur sens du terme. Elle m'a demandé 3 ans de travail. Je voulais un QTS très bas. Un QTS, ça aussi c'est une donnée importante. En l'occurrence 0,24 et obtenir à partir d'une charge volumique modeste un extrême grave spectaculaire. Développer un transducteur de grave capable de satisfaire ces exigences n'a pas été facile. Mais le résultat est à la mesure des efforts consentis. C'est le seul produit qui m'a donné entière satisfaction dès sa sortie du laboratoire. Pour la première fois, les résultats de mesure ont été totalement corroborés par l'écoute. Un seul chiffre, elle supporte 20 volts à 40 Hz. Le succès de cette enceinte ne s'est pas fait attendre. 3500 exemplaires ont été vendus. Eh ben, cette enceinte existe depuis 5 ans et je dois avouer qu'elle me bouleverse toujours autant. Mais c'est marrant, monsieur Reynaud, parce que l'offrande suprême Ray 2 m'avait donné une très bonne... tu vois, j'avais vraiment la bonne alchimie. J'ai eu directement, elles m'ont plu ces enceintes-là. Voilà, et tu vois, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de tortiller du cul en train de chercher midi à 14h. Oui, est-ce que j'aime bien ou quoi, avec tel style ou quoi, la pièce, nanani, nanana. Non, je les ai écoutés, hop, ça m'a plu. J'ai fait, ouais, j'aime bien. Voilà, donc tu vois, c'est des choses comme ça. L'hi-fi, ça ne se contrôle pas, les gars, c'est comme les émotions. Question. Et le modèle référence, qu'est-il devenu? Réponse. Cette enceinte très chère, 37 000 francs la paire en 86. Longue à développer, a fait une toute petite carrière. Une centaine d'unités ont été produites. Pratiquement toutes sont parties à l'export. Il faut dire que c'était une enceinte coûteuse à fabriquer, notamment dans la précision du perçage par laser des orifices de diffusion des transducteurs de médium aigu. Des fois, j'arrive plus à lire. Mina, tu vas attendre, s'il te plaît, avant de rentrer. Donc la référence de 87, je vais vous remettre la photo. C'est vrai qu'elle est très particulière, cette enceinte-là. C'est très particulier, mais je trouve vraiment, ça fait vraiment un petit peu avant-gardiste.
avant-gardiste. Alors, mais c'était un modèle très réussi. Il présentait un diagramme de rayonnement cardioïde afin de ne pas générer d'images fantômes derrière le coffret, comme le ferait une enceinte omnidirectionnelle plus classique. C'est l'un des systèmes les plus étonnants que j'ai entendu sur de la musique symphonique. Question. Vous venez de parler des succès à l'export. Pensez-vous qu'il existe une oreille allemande, une oreille japonaise, une oreille anglo-saxonne? Alors là, la réponse de Monsieur Reynaud va me plaire. Enfin, va me plaire. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il en pense. Parce que justement, on en parle de ces oreilles américaines, l'oreille, tu sais, le son à l'anglaise, avec toutes les marques britanniques qui ont un son doux. Le son à la japonaise, ça va être un peu incisif, tu vois, notamment, je vais te dire, je sais pas, des amplis, on dit des amplis à pull phase, souvent c'est assez analytique, c'est... Ouais, ça peut être assez sec, ou même en parlant des enceintes de studio qu'ils ont pu faire, les Japonais à l'époque, les grandes Kenwood, les Diaton, tout ça, enfin toutes ces marques-là qui ont fait l'histoire des enceintes japonaises, on dit que c'est souvent assez, voilà, c'est très droit, ça pardonne rien. T'as les Américains avec JBL, ben oui, JBL les gars, JBL, le gros grave avec leur gros haut-parleur, ça te fait fendre tous les murs de la maison. Hein. Tu vois, bon, ça va, moi avec mes JBL, je les ai pas encore fait péter ces murs-là dessus. Mais ouais, c'est un son, on dit un son typé d'une marque, tu vois ce que je veux dire. Et ça, bon, forcément, c'est propre à la marque. C'est comme le son Klipsch. Le son Klipsch, on dit quoi? On dit le son live. Le son live, voilà. Mais ça, c'est une image qu'on met à la marque, en fait. Après, au rendu de l'écoute, c'est peut-être autre chose. Et ça m'intéresse. Donc ça m'intéresse. Vous avez vu comment je m'excite là, je deviens chaud patate quand il y a des questions comme ça qui m'intéressent. Alors, donc la réponse de Monsieur Reynaud, je dirais qu'il existe des cultures différentes. Les Américains, par exemple, sont très sensibles à l'énergie dans l'aigu. Je veux voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. À l'énergie dans l'aigu. Bon, par rapport à quoi l'énergie dans l'aigu, peut-être par rapport au titane. Twitter Titane qui était utilisé. Peut-être les compressions, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'a voulu dire Monsieur Reynaud par là. Donc, à creuser. La culture orientale est plutôt orientée vers la musique percussive. Oui. L'oreille y est formée aux événements transitoires rapides, au spectre très aigu. Les produits à l'équilibre montant sont très appréciés. Les Italiens, eux, ont horreur du grave. Il y en a toujours trop. Andiamo, piano, piano sur le grave, les gars. Ah ouais, c'est incroyable ça. La trentée, alors la trentée pourtant moins fournie dans le bas que l'offrande a beaucoup plus de succès en Italie. Les Slaves lyriques de nature aiment bien les enceintes romantiques, contrastées. Les Français adoptent un point de vue intermédiaire. Ils privilégient l'équilibre. À voir, à voir. Bon, tout ça c'est avec, je dirais, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça c'était l'avis à M. Reynaud. Mais moi moi qui connais des personnes, que ce soit oui des Italiens ou des personnes de divers pays, c'est vrai que c'est pas la même, c'est pas le même avis, c'est pas le même avis. Mais bon, en tout cas c'est bien. Merci en tout cas pour cette réponse franche. Alors question, que pensez-vous des nouveaux formats numériques? Réponse, on pourra en reparler quand le standard sera défini. Les consommateurs qui ont envie d'y goûter restent dans l'expectative. Les machines disponibles sont incapables de lire tous les standards. Elles valent cher. Et oui, non, c'est vrai. Ça vaut très cher une machine qui lit tous les standards numériques. J'aimerais vous en parler de ça en plus, mais bon là, je vais éviter. Alors, l'avenir appartient incontestablement au multicanal, mais il ne se développera que lorsqu'on aura des enregistrements faits spécialement. En effet, il faut savoir que tout ce qui a été codé en 44,1 kHz est inexploitable. C'est pourquoi on utilise des enregistrements d'avant 1980. Cela dit, les avantages de cette nouvelle étape technologique, même s'ils ne sont pas toujours auditivement palpables par le consommateur lambda, sont indéniables. La fréquence d'échantillonnage étant plus élevée, on obtient plus d'informations. Voilà, c'est ça. Le son est plus riche, exact aussi. Certaines duretés disparaissent. Donc ça dépend. Alors, l'intérêt du DVD audio n'existe pas en deux canaux. Je dis bien en deux canaux. Ce support se développera quand il sortira du carcan des deux canaux et qu'il rendra la vraie dimension, celle de la salle de concert. Et oui. Question. Pour terminer sur une touche musicale, quels sont les disques qui vous ont récemment ému? Réponse.
J'ai beaucoup aimé les bagatelles de Beethoven interprétées par Brendel et j'ai adoré le concert en Italie de Cecilia Bartoli accompagnée de Thibaudet. Bon, je suppose que ce concert en Italie n'avait pas forcément de basse parce qu'ils aiment pas les basses les Italiens. J'aurais retenu ça, hein. Mais voilà, mais en tout cas c'est top, franchement c'est top. Et donc la revue du son, donc merci Jean-Marie Reynaud pour votre disponibilité. Voilà, propos recueillis par Robert Lacrampe. Et oui, revue du son Guillaume Cinéma, numéro 255 de septembre 2001. Et ouais. D'ailleurs en 2001, il s'est pas passé quelque chose en septembre 2001, si, je crois, hein. Il s'est passé quelque chose. Bon, c'était autre, mais bon. En tout cas, voilà les amis, franchement, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais vous poster les petites photos, hein. Vous verrez monsieur Reynaud avec la fameuse Odyssée. Donc ça, c'est une enceinte, l'Odyssée, que j'aimerais vraiment écouter. Et en même temps, même esthétiquement, elle me plaît en tout point. J'adore cette enceinte. Alors c'est vrai que la référence, c'est avant-gardiste, faut aimer. Bon, moi je suis pas... T'as la récitale, bon, le récital, ouais, c'est... Ah, si, il y a la toccata. Alors la toccata, j'aime beaucoup la toccata. J'aime beaucoup comment elle est faite. Puis sinon, bah, il y a l'offrande, hein, Jean-Marie Reynaud offrande. Ça, tu vois, dans mon musée de la hi plus tard, une offrande me plairait bien. Voilà. Ouais, ouais, ça me plairait bien. Alors, des petits chiffres pour finir. Donc, la date de la création, 1967. Le nombre total d'employés est de 9. La surface totale est de 2200 mètres carrés, donc je suppose que c'est pour la taille de l'entreprise, hein. L'export, il est fait à 55%, quasiment 50-50, c'est pas mal. Et donc, bah, pour l'adresse, l'adresse, je ne sais pas si c'est toujours la même. Donc, c'est la zone industrielle de Fonclose, 16 300 Barbezieux en France. Alors, je ne sais pas si c'est toujours la même adresse, mais bon. Le numéro de téléphone, il a peut-être dû changer depuis le temps, hein. T'as encore le fax, toi? Tu l'as encore le fax? Et puis, bah, sinon, le site internet de Monsieur Reynaud, www.jm-reynaud.com. Voilà, les amis. Bon, et ben en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ce grand monsieur de la hi-fi française, hein, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que Jean-Marie Reynaud, il y en a d'autres, mais bon, voilà, là, j'avais juste envie de vous parler de ce qu'il a pu faire, et voilà, et moi, j'en suis très content. Vous voyez, c'est ça la hi-fi aussi, hein, c'est vraiment de ne pas se cantonner qu'à une marque, à être un fanboy ou quoi. Moi, je suis partout dans la hi-fi. Et je suis vraiment ravi de pouvoir vous parler de ces choses-là, d'avoir pu retrouver, bah, par exemple, cette petite interview de Monsieur Reynaud. Voilà les gars. Sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous, mes bad boys, West Coast man. Tu me vois, t'as vu, je suis en mode vraiment le gars qui va se mettre à écouter des enceintes Jean-Marie Reynaud. Et tu vois ma dégaine, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Les gars, c'est juste que je suis un gros passionné de hi-fi, un petit peu cinglé, faut le dire. Mais voilà, c'est comme ça et on ne changera pas. A très vite, les gars. Prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un gros pouce bleu, tu vois, tu peux même en mettre deux si tu peux, et si tu veux. Et voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao, prenez soin de vous, les gars.